Watokofu Tsimoezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Une journée encore une fois chargée en actualité avec notamment la délibération de plusieurs procès dont celui de l'affaire Roukia. On en parle bien évidemment au cours de ce journal avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. On parle également de médecine parallèle. Shakila Youssouf, journaliste à KTV, est allée à la rencontre d'un exorciste. Plus de détails et plus d'explications au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 20 janvier. Le procès Roukia a enfin rendu son verdict. Après 5 ans d'une affaire hors du commun, les coupables sont aujourd'hui connus et punis par la justice. Mathias Belmer est ainsi condamné à 5 ans de prison ferme, tandis qu'un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. Il y a des premières dont on se passerait bien. En effet, pour la première fois à Mayotte, une association porte plainte contre le vice-rectorat. Le village d'Eva souhaite ainsi voir l'institution condamnée suite à la non-scolarisation de 9 élèves. Explication. Et pour clôturer cette édition, nous sommes partis à la rencontre d'un raki, comprenez un exorciste. Depuis 9 ans, un jeune Mahorais parcourt les îles de l'océan Indien afin de soigner des individus ensorcelés. Immersion dans un monde mystique et fascinant. Souvenez-vous, le 15 janvier 2011, des pique-niqueurs faisaient une macabre découverte sur la plage de Trevani. Le corps n'était autre que celui de la jeune Roukia Sundi. Près de 5 ans après le décès de Roukia, les coupables ont enfin été jugés et sanctionnés. Mathias Belmer a ainsi pris 5 ans de prison ferme, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre. Frédéric Blondel, Jérémy Bouclé, Daniel Papa, Saïd Amadam Zé ou encore Daniel Mohamed, tous ont également écopé d'une peine de prison ferme, un jugement qui ne va pas tout à fait dans le sens des réquisitions du procureur. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Justice a été rendue. 5 ans après la mort de Roukia Sundi, jeune Mahoraise de 19 ans retrouvée morte des suites d'une overdose d'héroïne. Les coupables sont désormais condamnés. Frédéric Blondel a ainsi écopé de 4 mois de prison ferme, mais la peine a déjà été effectuée en détention préventive. Jérémy Bouclet et Daniel Papa, les 2 membres du groupement d'intervention régionale, ont pris respectivement 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, et 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. En ce qui concerne les indicateurs du GIR, Saïd Amadamzé purgera 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, tandis que Daniel Mohamed écope de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Quant à Mathias Belmer, un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre afin qu'il purge une peine de 5 ans de prison ferme, une peine que son avocat estime démesurée par rapport aux autres condamnations. Concernant mon client, Mathias Belmer, je pense qu'on peut avoir 2 lectures de la situation. Première lecture, c'est celui qui, par rapport aux réquisitions, a bénéficié d'une peine la plus réduite. On avait requis 8 ans contre lui et ont été prononcés 5 ans à son égard. Je pense que c'est la plus grosse diminution, dans ce dossier, même proportionnellement, même sans parler en nombre absolu d'années, c'est la plus grosse diminution. En ce sens, cela pourrait être une victoire. Mais simplement, ce n'est pas ma lecture de cette affaire. Et je l'avais déjà dit à votre antenne, les réquisitions étaient mal fondées. Et en ce sens, avoir aujourd'hui M. Belmer qui se voit attribuer une peine de 5 ans, qui est largement la peine la plus supérieure, c'est un petit peu, à mon sens, dans la justice qui doit être rendue, une hérésie. Maître Simon s'insurge notamment contre les peines écopées par les membres du GIR. En effet, s'ils sont condamnés à la prison ferme, contrairement aux réquisitions du procureur qui ne réclamait que du sursis, l'avocat de Mathias Belmer ne comprend pas le message envoyé par la justice. En ce qui concerne les forces de l'ordre, police, gendarmerie, qui étaient devant ce tribunal également, à l'encontre desquels sont prononcées des peines beaucoup plus légères, je pense qu'on aurait pu avoir un message fort. C'est-à-dire que entre des consommateurs de cocaïne qui n'auront aucune lecture, n'auront peut-être même pas connaissance de ce jugement, des consommateurs de cocaïne qui, même s'ils avaient connaissance de ce jugement, ne le prendraient jamais en compte. Demain, si moi je suis consommateur de cocaïne, je vais me dire je vais arrêter la cocaïne parce que Mathias Belmer a pris 5 ans de prison, d'autant plus qu'il a été condamné pour homicide involontaire, ce qui juridiquement ne tient pas non plus. Mais je n'arrêterai pas. En revanche, dans les commissariats, on se tient au courant, on entend ces peines. Et si un policier est condamné pour avoir fait venir de la drogue, pour avoir ensuite remis cette drogue en circulation,
la police est une institution où l'on discute des sanctions judiciaires et là, on aurait un véritable effet dissuasif. Mansour Kamardine, avocat de la famille de Roukia, se dit de son côté satisfait du verdict, mais se réserve le droit de faire appel en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui s'élèvent à 44 000 €. Pour lui, ce jugement donne finalement raison au juge Karki qui s'est battu bec et ongle pour que justice soit rendue. Aujourd'hui, ce verdict, finalement, quelque part, l'habilite. Il avait des thèses de travail qui se sont révélées justes, puisqu'il pensait que les gendarmes avaient commis une faute. La justice est rendue. Les 2 agents de force de l'ordre opérant dans le GIR ont été reconnus coupables. Un sentiment enfin d'espoir, parce qu'avec cette décision, on a le sentiment, j'espère que c'est plus qu'un sentiment, mais désormais une certitude, que la justice coloniale telle que nous l'avions connue et dénoncée est désormais derrière nous. Redonner foi en la justice à une population mahoraise qui l'avait perdue, c'était également l'un des enjeux de ce procès historique, même si le plus important est sûrement ailleurs, puisque depuis ce matin, les coupables de la mort de Roukia sont enfin connus et punis. Et la libération de ce procès historique, signe la fin d'un long combat pour la famille de la victime qui peuvent à présent faire leur deuil. Avec nous sur ce plateau, Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Vous allez bien ? Oui. Alors on va parler de cette affaire, l'affaire Roukia. Ça y est, le verdict. On a un Mathias Belmer qui n'était pas présent ce matin au tribunal. Tout à fait, qui n'était pas présent. Alors il y a un mandat d'arrêt à son encontre. C'est-à-dire qu'il peut être arrêté à tout moment. Il est recherché actuellement pour être arrêté. Est-ce qu'on sait où il est ? Écoutez, on sait que voilà, il était venu à Mayotte, qu'il avait eu des difficultés à repartir. On sait qu'il vit actuellement à La Réunion. On n'en sait pas plus. On imagine qu'il est retourné à La Réunion. On sait qu'il a eu entre-temps un enfant. Donc on imagine qu'il est auprès de sa famille. Maintenant, on n'en sait pas plus. Il va être arrêté, quoi qu'il en soit. Il sera mis en prison. C'est un mandat d'arrêt, donc il sera mis en prison pendant les 5 prochaines années. Ensuite, les autres qui ont été condamnés, rappelons qu'ils ont tous pris de la prison ferme, si ce n'est Vincent O'Haraud, le seul qui était présent aujourd'hui, ont 10 jours pour faire appel de cette décision de justice. Alors ça, ce sont les faits. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut l'analyse un peu écoutez, comme l'ont dit les avocats, notamment Mansour Kamardine, ils sont satisfaits. Satisfaits pourquoi ? Parce que c'est un procès historique qui a duré 5 ans, 5 longues années, une instruction inédite. Tout à fait, une instruction inédite à Mayotte. On l'a vu, même lors du procès, il y a eu beaucoup de choses, de pièces à conviction qui sont arrivées, beaucoup de témoignages aussi inattendus, beaucoup de rebondissements dans ce procès. Aujourd'hui, une page va se refermer. Ils ont été condamnés. Et aussi, ce qui est important, ce que réclamait à la fois l'avocat de la défense, mais aussi l'avocat de Mathias Belmer, ils réclamaient que les membres du GIR soient sanctionnés lors des réquisitions. Rappelons-nous, le procureur ne demandait pas une peine de prison ferme à la fois pour Daniel Papa, mais aussi pour Jérémy Bouclet. Là, du coup, ce sera un autre procès, ce ne sera plus l'affaire Roukia. Tout à fait. Alors, ils sont déjà condamnés à de la prison ferme dans ce procès. Ils vont aussi, il y a d'autres procès qui vont bientôt suivre, notamment pour trafic de stupéfiants. On parle de 3 procès. Certains se dérouleront à Mayotte. Donc ça c'est une première chose. Et effectivement, il y a eu un message d'envoyer. On sait cette instruction difficile. Le juge Karki, il y a eu beaucoup de choses. Il s'est battu. Beaucoup aussi, voulait que le travail qu'il a effectué pendant tout ce temps soit finalement récompensé et que les coupables soient punis. C'est le cas aujourd'hui, ils ont pris de la prison ferme. Maintenant, que va-t-il en être dans les prochains jours ? Vont-ils faire appel ? Ça, nous ne le savons pas encore. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un message envoyé par la justice qui explique que la loi est la même pour tous lorsque on est coupable, puisqu'ils sont coupables aujourd'hui, ils étaient présumés coupables, désormais ils sont coupables. Eh bien, la loi punit et punit sévèrement à des peines de prison. Rappelons tout de même, et Mansour Kamardine l'a dit plusieurs fois, que dans tout ça, il y a quand même la mort d'une jeune fille de 19 ans. Aujourd'hui, elle aurait eu 24 ans. La peine de la famille aussi, on la comprend. On imagine que c'est une page qui se referme. Et puis, derrière, il va falloir reconstruire. Et c'est la fin d'un très long procès dont tout le monde voulait... historique, Tout à fait, dont tout le monde voulait une issue la plus rapide qui soit.
Merci beaucoup Pierre d'avoir réagi avec nous sur le plateau du JTM. Au mois de septembre dernier, une inspectrice de l'éducation nationale qui officie dans la circonscription de Dembéni avait été assignée en justice en cause des propos tendancieux qui auraient été tenus devant témoins à l'encontre de la population mahoraise. Le syndicat SNUPP-FSU avait alors saisi la justice pour injure publique à caractère raciste et incitation à la haine raciale. Ce matin avait eu lieu une première audience sous fond de polémique. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Ils étaient nombreux ce matin devant le tribunal de grande instance pour soutenir l'inspectrice de l'éducation nationale accusée d'avoir tenu des propos tendancieux à l'encontre de la population mahoraise. Une première audience de consignation pour la partie civile, comme nous l'explique l'avocat de l'inspectrice. Non, simplement l'affaire est renvoyée sur le fond à une date ultérieure et elle sera examinée sur le fond, c'est-à-dire sur les éléments qui permettent aujourd'hui à la partie qui poursuit d'affirmer qu'il y a eu une infraction. L'audience du fond permettra de faire la lumière sur cette affaire. En effet, l'audience contradictoire n'est prévue que le 6 avril prochain. Mais l'avocat de l'accusé se dit confiant et n'admet aucun doute sur l'issue de ce jugement. Moi, pour ma part, je suis tout à fait serein concernant ma cliente qui n'a commis absolument aucune infraction. La preuve, c'est que le procureur de la République a classé ce dossier déjà une première fois en absence d'infraction caractérisée. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui que le tribunal voit les choses différemment, uniquement parce que le syndicat a décidé de son propre chef qu'une infraction était caractérisée. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a suffisamment de problèmes et suffisamment de travail pour que les enseignants fassent autre chose que de se renvoyer les uns les autres devant des juridictions pénales. Du côté de la partie civile représentée par Ivo Malala raconte au Dravello, le secrétaire départemental du SNUPP, l'étonnement prédominait ce matin. En effet, plusieurs écoles à Bandrélé ou Moutsamoudou ont été fermées afin de permettre aux inspecteurs de l'éducation nationale de venir soutenir leurs collègues. De quoi mettre en rogne le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré. Effectivement, l'administration nous parle de temps en temps d'intérêt des élèves et tout ça. Il y a des écoles qui sont fermées, des collègues à qui on a donné l'autorisation de venir soutenir l'inspectrice, c'est bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'on ne vienne pas nous dire n'importe quoi, que l'administration tient compte de l'intérêt des gamins, il faut que les écoles restent ouvertes, il faut que... Voilà, c'est des bêtises. L'administration est complice aussi de cette affaire. Rappelons que face aux soupçons, mais aussi pour protéger l'inspectrice, le vice-rectorat avait décidé en septembre de sa suspension, le temps que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Une affaire qui n'a pas fini de faire du bruit. Et nous suivrons bien sûr cette affaire de très près. Le chiffre est tombé ce mois-ci, 5 000 à 7 000 enfants ne sont pas scolarisés à Mayotte. Pourtant, le droit à l'éducation est un droit fondamental garanti notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant. En ce sens, l'association Le Village d'Eva a porté plainte contre le vice-rectorat suite à une lutte pour scolariser 9 enfants. Le procès avait lieu ce jour. Plus de détails dans ce sujet signé Adèle Laurent. L'association Le Village d'Eva est là pour protéger les mineurs en souffrance à Mayotte et cela passe aussi par la scolarisation. Elle a créé à cet effet une école de la rue basée à Kaweni où 8 services civiques et des bénévoles enseignent à 300 enfants. Et quand on voit qu'il y a des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas scolarisés à Mayotte, il faut faire quelque chose parce qu'on se plaint de la délinquance. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Parfois, on a l'oisiveté des jeunes. Parfois, on a des jeunes qui ne sont pas instruits, qui sont en dehors de toute règle. Et ces jeunes-là, ils posent des actes de délinquance. Et on avait déposé une centaine de dossiers l'année dernière auprès du vice-rectorat. Donc 25% de ces dossiers, c'était des enfants qui étaient des Français, mais qui n'étaient pas scolarisés. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ces enfants-là, on n'allait pas les laisser sur le carreau. Et nous avons mis en place l'école de la rue pour pouvoir les suivre en attendant leur inscription. Et donc, au fur et à mesure du temps, on a eu d'autres enfants qui sont arrivés. Et voilà. Et donc, l'association Village d'Eva est là pour mener des actions de plaidoyer, sensibiliser les élus, sensibiliser l'opinion publique
pour dire attention, un enfant de 6 à 16 ans, il y a l'obligation d'instruction en France. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça pour que Mayotte ne devienne pas une poudrière demain. Et les membres de l'association ne rechignent pas à la tâche. Ils se battent quotidiennement pour scolariser les mineurs. 9 enfants de 12 à 16 ans, suivis par l'association, se sont vus refuser leur demande d'instruction scolaire par le vice-rectorat de Mayotte, malgré les requêtes répétées et légitimes du village d'Eva. Cette dernière, associée à l'association métropolitaine La Voix de l'Enfant, a porté plainte contre le vice-rectorat de Mayotte. C'est aujourd'hui même au tribunal administratif que le procès s'est tenu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, c'est un grand jour pour Mayotte, parce que pour la première fois, je pense que nous allons faire éclater la vérité au grand jour, parce qu'il y a des milliers d'enfants non scolarisés, mais jamais dans l'histoire, on est allé devant les tribunaux à Mayotte pour dire que voilà, il y a une situation catastrophique dans les écoles, et voilà, donc l'association est dans son rôle. On a sollicité à plusieurs reprises le vice-rectorat. D'ailleurs, on n'a jamais voulu aller jusqu'au tribunal, parce que nous avons envoyé des recours gracieux au rectorat. On n'a jamais eu de réponse d'ailleurs. Nous avons proposé au vice-rectorat de travailler ensemble, notamment à travers la mise en place des alternatives à la scolarisation pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions par rapport à la problématique de Mayotte. Espérons que le vice-rectorat entende l'appel de cette association et à travers elle, de ces enfants qui ne demandent qu'à apprendre. Et à noter que le verdict a été reporté à une date ultérieure. Sans transition maintenant, en Petite Terre, la pluie inonde les trottoirs et complique considérablement la vie des étudiants mahorais. En effet, pour certains collégiens et lycéens, se déplacer devient un calvaire, les obligeant à marcher pieds nus. Mais si certains se plaignent, pour d'autres, l'arrivée de la pluie est vécue comme un divertissement. Direction en Petite Terre avec ce reportage signé Shakila Youssouf et Adèle Laurent. Pour ce petit groupe de collégiens, la pluie tombe à pic et représente une véritable source de divertissement. En effet, pour Insa, la pluie rime clairement avec amusement. Ça, c'est rien. Pour les autres, eux, ils crient parce qu'ils ne veulent pas être mouillés, mais il y a les autres qui aiment bien se mouiller comme ça. Oui. Pourquoi ? Parce que on s'amuse comme ça, on s'amuse. Si la joie se lit sur le visage de ce jeune, ce n'est pas le cas de tous les élèves. Omar est ainsi contraint de marcher pieds nus pour rentrer chez lui et c'est plutôt dépité qu'il accepte de nous répondre. Non, c'est la pluie que ça m'embête parce que quand je marche, il y a mes tongs qui mettent des petites poussières dans mes pieds, quoi. Après ça m'embête, c'est pourquoi je les ai enlevés. Ça m'embête parce qu'il y a mes cahiers qui sont mouillés, mes affaires, tout et tout ça. La saison des pluies oblige les riverains à changer leur habitude pour se déplacer tandis que beaucoup vivent dans la peur de voir leur foyer inondé. Et je vous rappelle qu'en cette saison des pluies qui débute, la plus grande vigilance de la part des administrés est fortement conseillée. Et je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon de l'actualité de ce mercredi 20 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. La départementalisation de Mayotte est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions. Les devoirs sont appliqués mais pas les droits et la crise sociale n'attend que la fin de l'état d'urgence pour rebondir. Pourtant 2016 s'annonce plutôt bien, tandis que le bilan 2015 n'est somme toute pas si mauvais. En effet, le centre de rétention administrative a finalement été ouvert en septembre 2015, bien qu'il ait été annoncé dès 2006 par Dominique de Villepin, alors Premier ministre. 44 pafistes supplémentaires sont à poste et un nouveau peloton de gendarmerie a été installé dès août 2015. Ainsi, à bien y regarder, 30% des volets développés dans le document stratégique Mayotte 2025 sont déjà sur les rails et ce en moins de 6 mois. La signature du contrat de plan État-Région constitue aussi une avancée, au même titre que le démarrage des travaux de l'hôpital de Petite Terre tant attendu depuis plus de 10 ans. La signature des contrats de ville, la création des intercommunalités, le lancement prochain de l'établissement public foncier dont il ne manque que le décret d'application. Autant de points positifs qui viennent renforcer ce bilan. Mais pour l'heure et pour le préfet de Mayotte, 2016 sera le temps de l'institutionnalisation et de la répartition claire des compétences départementales et régionales. Info Intox, on est en droit de se poser la question suite à un article paru sur le site Comore Info.
Ce dernier a publié hier un papier qualifié de décalé et pour cause. Le général Salimou, candidat à la présidentielle de l'Union des Comores, y tient les propos suivants. Nous allons mettre les têtes nucléaires dans les Kwassa pour frapper les côtes mahoraises. Ensuite, nous allons lancer l'assaut final pour libérer Mayotte. Celui qui se veut être le libérateur d'Anjouan compte, s'il est élu en février prochain, faire de même avec l'île aux lagons. En effet, tout serait déjà planifié, le général souhaitant même installer une centrale nucléaire dans son village natal. L'information est à prendre avec des pincettes, mais fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit à Mayotte, comme sur les 3 autres îles de la Lune. Il y a quelques mois de cela, France Mayotte évoquait un problème important concernant le traitement de l'eau potable. Le produit HTH commençait à manquer. Incontournable pour la production d'eau potable, il était cependant très difficilement transportable, eu égard à son instabilité et au risque d'incendie qu'il créait. Le problème avait cependant été résolu à temps, n'empêchant pas la distribution. Mais cette fois, il s'agit d'un autre souci. Le fermier de l'eau, la SMAE, a commandé une cargaison de sel spécial qui lui aussi est nécessaire au traitement. La commande a été passée dans les temps et la marchandise aurait dû arriver à Mayotte via la compagnie CMA-CGM. Or, le conflit qui oppose la Smart à la MCG a repoussé tous les bateaux vers Dar es Salaam, port où se trouve désormais ce fameux sel essentiel. Nul ne sait pour l'heure quand il pourra revenir et un compte à rebours a démarré car il ne reste plus que 15 jours de stock pour permettre la production d'eau potable. Passé ce délai sans réapprovisionnement, tout deviendra alors très compliqué à suivre. Il s'appelle Ibn Ahmad al-Maouri. C'est un raki. Un raki en arabe signifie exorciste. Depuis plus de 9 ans, ce jeune Mahorais parcourt les îles de la région entre Mayotte, La Réunion, Maurice et Madagascar. Son travail, soigner à l'aide des versets du Coran. Il existe ainsi plusieurs centres de désenvoûtement à Mayotte où il travaille avec d'autres exorcistes. Ce matin, nous l'avons accompagné en petite terre afin d'entrer dans le monde occulte de la sorcellerie et du mystique. Le temps d'un reportage, un sujet signé Shakila Youssouf et Leslie Vimonet. Tu vois, là c'est de la sorcellerie. Tu vois, ici tu vois, par exemple, tu verras des bougies, carrément. Tu vois, il y a des bougies. On voit du miel. Du miel, du parfum Pompéa, des poulets. Les offrandes présentes sur cette plage témoignent des pratiques des rites animistes à Mayotte. Amada n'intervient pas seulement dans les différents centres qui existent dans l'île. En effet, depuis 9 ans, il se rend directement dans les sites où les personnes invoquent les différents djinns pour leur demander ce qu'ils veulent, soit à l'encontre d'une personne, soit pour obtenir quelque chose. Et Soufiane, qui travaille dans le centre de Petite Terre, aide Amada à chaque fois qu'il en a l'occasion à exorciser les patients. Et c'est avec une certaine impatience qu'il tenait à s'exprimer. La séance qu'on était en train de faire tout à l'heure, là, c'était la ruqya. Comment ça se passe la ruqya en fait? La ruqya, une fois qu'on a lu le Coran sur une personne et qu'il est en train de réagir, là, on peut tout de suite passer au captage. S'il réagit, le captage c'est quoi? C'est qu'on va appeler les djinns qui sont avec. Et si jamais le djinn il se manifeste, là on peut passer directement au dialogue. Et en fonction qu'on a passé la conversation, qu'on est rentré dans la phase de la conversation avec le djinn, alors là qu'est-ce qui se passe après? On va jusqu'à demander s'il n'y a pas d'autres djinns avec elle. C'est pour pouvoir libérer le patient pour qu'il soit tranquille après. Au cours de la séance, Souraya, une capteuse, me diagnostique un mal occulte. Cette jeune femme qui tente de m'exorciser a souffert pendant 15 ans à cause d'un sort qui lui a été jeté. Tu souffrais pendant 15 ans de na tambiha sifanya maha 15 amba na kotambiha. Après kila valendrao kavasi shitwa l'hôpitali tinini na mtu la scanner appareil za kofa na mongala eko kasona rien du tout asinambia mbano yoti problème ya l'hôpital. Même harma ikarni yangu no kuitia amba crise de agitation de djinn. Sono zitu mazetani yakana wawe yaka anture yakamilini hao yakutambisha amba kila mfanya shitro amba yako bloquer wakutambiha même si uteni amba utofanya shitro ni kwa kuishinda wefanya. La Ruqya est un livre qui comporte plusieurs versets coraniques. Il a pour but d'éloigner les djinns, d'annuler la magie noire et d'exorciser les possessions démoniaques. Dans l'islam, il y a plusieurs méthodes spirituelles qui consistent à remédier aux maladies occultes. Et si Amada, le raki, est appelé à réagir directement à la source du mal, c'est qu'à Mayotte, les rites animistes sont encore très pratiqués. Bon nombre de Mahorais disent ainsi souffrir du pacte conclu par leurs ancêtres avec les djinns.
le malade qui est affecté par le mal occulte, quand il va voir le médecin à l'hôpital, donc après que le médecin ait fait son diagnostic, il dit à la patiente, il n'y a pas de problème, tu es en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le malade souffre toujours. Et voilà, donc, maintenant, c'est-à-dire les médecins qui sont depuis longtemps à Mayotte, qui soignent les gens, ils connaissent maintenant, c'est-à-dire ce monde-là. Donc, ils disent à certains patients, allez voir les fundis de chez vous pour vous soigner. Le problème, c'est que tous les fundis qui soignent ici à Mayotte, il y a des fundis que eux-mêmes, c'est-à-dire, on surnomme, on les appelle même parce que c'est eux-mêmes les définitions du mot sorcier. Donc c'est des sorciers ces fundis-là. Lorsque la maladie est connue et qu'elle a une relation avec le monde occulte des djinns, de nombreux exorcistes comme Amada accompagnent, informent et soignent ces personnes pour qu'à leur tour, ils se vouent à cette pratique. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوق الحق. Shakila Youssouf, journaliste à KTV, est donc allée à la rencontre de cet exorciste. Des images quand même assez impressionnantes. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Alors comment s'est passée cette rencontre avec cet exorciste ? Eh bien, dès qu'on le rencontre, eh bien là, on se prépare à rentrer dans le monde des djinns. Dans le monde mystique. Le monde mystique. Et donc, heureusement que je le connaissais un peu avant, mais je l'ai accompagné. C'était un peu improvisé, on n'avait pas prévu d'aller en petit air, mais il a eu besoin d'y aller parce qu'il a des patients qui l'ont appelé. Et à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Et on s'est rendu direct dans les lieux où les Mahorais vont, dans les ziyaras, les lieux où habitent les djinns. Comme quel lieu par exemple ? On connaît bien le marabout. Le marabout, il est très connu pour ça. La cascade de Soulou aussi. Exactement. Là où on était, sur cette plage en petit air, il y a beaucoup de ziyaras ici à Mayotte. Mais de toute façon, cette science, elle est connue même avant l'islam. La sorcellerie, elle est connue avant. On voit effectivement que dans le reportage, effectivement, ce monsieur parle de science. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la science ? Oui, c'est une science, mais c'est au côté pour les musulmans, nous, les musulmans. On a notre façon aussi de se soigner. C'est comme tout simplement les occidentaux, ils vont voir un médecin, ils vont se faire diagnostiquer. C'est pareil, les patients vont dans le centre. Il y en a à peu près 3 ou 4 ici à Mayotte. Il y en a un à Kungu, il y en a un à Sada, il y en a un à Passamainti et celui-là en petit air. Donc c'est tout à fait naturellement que les musulmans, les Mahorais se rendent dans ces centres quand ils ont des problèmes. De toute façon, il est connu que les musulmans utilisent le Coran pour se soigner, pour tous les problèmes de la vie quotidienne. Effectivement, ils utilisent le Coran, mais la religion interdit de croire aux djinns. Exactement. Donc le fait d'aller invoquer les djinns, le fait d'aller faire appel à un fundi pour faire justement des offrandes, demander des choses ou demander aux djinns de faire un service, c'est du shirk, c'est de l'association à Dieu. Ouais. C'est interdit dans l'islam. Et justement, le combat que mène Amada, c'est un combat... Il y en a beaucoup qui le mènent silencieusement, on les voit pas tous, mais lui il a accepté de nous laisser le suivre. Filmer des images quand même assez impressionnantes. Exactement. On voit cet homme qui est allongé et on lui brûle littéralement le dos. En fait, il est en train de l'inciser avec une lame pour lui enlever le sang, parce que c'est connu dans notre religion, on nous dit que Shaitan, le Satan, djinn, est en nous comme le sang qui circule dans nos veines. Une espèce de saignée en fait. Exactement, donc il faut enlever ce mauvais sang là pour pouvoir justement l'extraire. Et de toute façon, le monde des djinns, on connaît. Ça a pas été, ça a été confirmé, ça existe chez nous. Ceux qui connaissent un peu le Coran et qui suivent un peu, qui vivent la religion, qui pratiquent, pour nous on croit. Du coup, cette pratique est extrêmement courante ici à Mayotte. Exactement.
C'est extrêmement courant. Et là, on voit dans ce reportage, on voit bien la barrière qu'il y a entre les personnes qui décident de se soigner en allant voir les fundis pour monter les esprits, cette barrière qui oppose ces deux univers, et ceux qui vont voir les fundis, qui vont à l'aide de la ruqya, où il y a certains versets coraniques spécifiques. On connaît Al-Ikhlas, on connaît Ayatul Kursi. C'est des versets spécifiques dont on parle des djinns là-dedans, donc ça existe exprès pour justement invoquer ces djinns et les faire partir. Merci beaucoup Shakila de votre intervention. J'espère que vous n'avez pas eu tellement peur lors de ce reportage. Oui, justement, à un moment donné, donc Souraya, elle me capte et elle me dit que vous avez le mal occulte. J'ai été atteint par le mal occulte, et donc elle essaye de m'enlever, de me soigner, de vous désenvoûter. C'est vrai qu'à un moment donné, quand elle m'a demandé de me tourner, j'ai commencé à avoir des frissons et je me suis quand même posé des questions, parce que on ne connaît pas ce monde-là, on n'est pas, et puis on sait très bien que tout le monde le pratique sans forcément en parler, mais peut-être petit à petit on pourra en parler un peu plus. Merci beaucoup Shakila de nous avoir fait découvrir ce monde mystique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de rester fidèles à KTV et Coésie FM, un journal que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Je vous invite maintenant à regarder la météo pour la journée de demain avec Ordella Perrine. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 6h en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine. Il était ce matin au micro de Patrick Milan. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée à vous sur KTV. Kwaheri.